la prochaine étape? Tout d'abord, merci à nos conférenciers et conférencières. Alors, pour la suite, en fait, on entre dans le premier panel de la journée qui va cerner un peu plus les initiatives altercapitalistes, anticapitalistes qui sont à Montréal. Alors, on a deux groupes qui vont nous présenter ça, chacun 15 minutes. On commence tout d'abord avec Rachel Sarrazin et Grégoire Autain, qui sont de notre équipe de documentation, qui vont vous faire un peu un topo des différentes initiatives qui ont été présentées. Tout à fait. Au cours de l'événement Transformer Montréal qui avait lieu les 19 et 20 mars dernier. Alors, je ne sais pas où est Rachel. OK. Si vous voulez, les autres panélistes de Kumbit, come on down. Et ensuite, on pourra vous présenter dans quelques minutes. Alors, je prends le temps pour Grégoire et Rachel. Grégoire, tu veux-tu commencer? Je peux commencer. Oui, tu peux rester à la table. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là. C'est difficile de parler après Katherine Gibson et Nathan Miller, mais bon, on va faire notre possible. L'objectif d'aujourd'hui, c'est vraiment de retracer le portrait des initiatives économiques et alternatives à l'échelle du Québec. Nous, on va ouvrir la journée avec Rachel sur... le retour sur un travail exploratoire qu'on fait. Comme Anna l'a dit au début de la journée, on fait un travail de recherche exploratoire. Et on va parler de ce qui s'est passé, un événement le 19 et 20 mars, qui s'est passé ici à Concordia, qui s'appelait Transformer Montréal, et qui visait à être un grand rassemblement des acteurs et actrices de l'entrepreneuriat social et solidaire. Ça se donnait comme objectif d'être un levier pour réfléchir à la démocratisation de l'économie à Montréal. Donc on part de ces données-là qu'on a recueillies à ce moment-là. Donc le choix de Montréal, c'est un peu le point de départ, mais c'est pas, c'est un peu notre point d'entrée. Ça ne veut pas dire que tout se passe à Montréal, puis c'est un peu l'objectif de la journée, c'est de montrer qu'il y a, ça se passe partout au Québec. On a utilisé l'occasion de transformer Montréal comme pour commencer notre équipe de documentation. Donc là, ce qu'on va vous présenter avec Rachel, c'est un peu une synthèse d'un travail d'équipe. C'est pas nous deux qui avons fait ça, on était vraiment plusieurs, du coup voilà. Je vais vous passer la parole à Rachel. Bonjour. Donc, comme Grégoire l'a précisé, on commence donc cette exploration des initiatives économiques diversifiées au Québec avec Montréal en raison de cet événement, donc Transformer Montréal, qui a lieu il n'y a pas si longtemps. À Transformer Montréal, on a eu l'occasion vraiment de prendre le pouls d'une très, très grande diversité d'initiatives, d'une grande créativité, beaucoup d'audace, en fait, dans cette construction de projets économiques ici dans la région, où on voit comment les gens prennent en charge, donc se responsabilisent collectivement, développent des formes d'action collective autour de projets économiques. À Transformer Montréal, on a pu entendre parler aussi de projets qui ont cours ailleurs dans le monde. Par exemple, il y a eu une grande conférence d'ouverture sur le Park Slope Food Co-op à Brooklyn. On a entendu parler d'initiatives de reprise d'entreprises en Argentine. Dans le cadre de cette présentation ici qu'on fait pour ce premier panel, on ne revient pas sur ces événements-là, puisqu'on l'oriente aussi en fonction des objectifs de notre conférence aujourd'hui, c'est-à-dire de prendre le pouls de ce qui se fait au Québec. Alors, c'est ce qui explique pourquoi on se limite à certaines initiatives ici à Montréal. Et aussi, peut-être pour faire le pont avec la présentation qu'on vient d'entendre de Katherine Gibson, vous orienter par rapport à l'approche qu'on a adoptée pour l'ensemble de la journée aujourd'hui. C'est-à-dire qu'évidemment, on a voulu adopter les lunettes proposées par J.K. Gibson Graham et faire ressortir cette diversité des initiatives économiques au Québec. En reprenant cette image de l'iceberg et en faisant ressortir tout ce qu'il y a sous la surface, donc cette diversité d'initiatives qui cohabitent, comme le disait Katherine Gibson, pour tracer cette cartographie, cet inventaire donc des initiatives, en réfléchissant à comment et en faisant un certain choix quand même dans les initiatives qu'on a retenues, puisqu'il y a un très grand répertoire là en parlant d'initiatives qu'on pourrait situer sur un continuum de l'alter-capitalisme vers donc une transition peut-être qui
qui pousse un peu plus loin la réflexion, les pratiques vers ce qui pourrait être éventuellement un post-capitalisme, mais autour des critères éthiques que nous a présenté Catherine Gibson. Donc, ce que nous, on a fait pour cette présentation, ce qu'on a invité aussi nos intervenants et intervenantes à faire pour leur présentation au cours de la journée, c'est de faire un portrait de ces initiatives en fonction de ces critères ou coordonnées éthiques. Donc, comment, dans différentes régions, et dans ce cas-ci, Montréal, des initiatives économiques vont réfléchir, par exemple, repenser la relation entre patrons, employés, comment les travailleurs vont s'organiser différemment, travailleuses entre eux et elles, comment on peut penser une façon différente de gérer, de redistribuer les retombées de ces projets-là, comment on va gérer les ressources collectivement, comment on prend dans ces projets, comment on prend en compte donc une relation émancipatrice disons, entre êtres humains, mais aussi avec la nature. Donc, toutes sortes de pratiques qui nous permettent de penser comment on peut proposer une certaine critique, disons, du système capitaliste, puis comment on peut contribuer à le transformer en faisant des choses déjà ici et maintenant. Du coup, sur la base de ce cas d'analyse, on va présenter, Rachel va d'abord vous présenter un portrait général de l'initiative qu'on a retenue. C'est pas une liste exhaustive, c'est un peu ce qu'on a retrouvé dans l'événement. Puis ensuite, elle vous exposera aussi les réseaux qui relient ces initiatives, les quelques réseaux qu'on a pu identifier, ceux qui sont plus formels, informels, etc. Et enfin, moi, je reviendrai sur quelques exemples et les questions des pratiques innovantes et des meilleures pratiques, mais aussi des défis auxquels plusieurs qui sont revenus, qui ont été énoncés plusieurs fois pendant les 2 jours de conférence de Transformer Montréal. Alors, je vais vous présenter un portrait donc, qui n'est pas exhaustif, mais qui nous permet de regrouper certaines initiatives économiques alternatives qui ont été documentées, présentées dans le cadre de l'événement Transformer Montréal, qu'on peut regrouper selon certaines thématiques, on pourrait dire champs d'intervention. Donc, beaucoup d'initiatives qui se développent autour des questions liées à l'urbanisme, à l'immobilier, à l'habitation. Donc, toutes sortes de coopératives de travail. Je vais me permettre d'aller chercher un petit outil. Pour vous orienter vers certains logos, mais en fait, certaines coopératives d'habitation, on peut les situer par exemple en haut, on voit une image d'une coopérative qui est située, qui est ancrée dans un espace géographique précis, donc dans un quartier de la ville à Milton Park. Il peut y avoir aussi des coopératives d'habitation, je pense au projet d'Utile, en haut aussi dont on voit le logo, qui vise à construire un ensemble... un parc de logements, en fait, pour une population précise cette fois-ci, donc dans différents quartiers de Montréal, mais autour des besoins d'une population spécifique, c'est-à-dire les étudiants et les étudiantes de Montréal. Donc, cherche à promouvoir le développement de coopératives d'habitation. Aussi, beaucoup d'initiatives qui se développent autour de l'idée de collectiviser nos espaces publics, évidemment, de se réapproprier nos milieux de vie, que ce soit, par exemple, dans les ruelles. On a appris à connaître l'entreprise Solon, qui, entre autres, développe des solutions collectives, énergétiques, mises en place par des citoyens, justement dans le cadre des ruelles, donc par des projets d'aménagement. Il y a le projet Enclume, qui est une coopérative de travail qui réfléchit, par exemple, à des projets de conception d'aménagement urbain. Je pense qu'ils ont été impliqués notamment dans une réflexion autour de l'aménagement du parc La Fontaine, de projets écotouristiques, de comment revaloriser le paysage. Donc, tout ça dans un travail coopératif et qui implique les gens qui sont touchés par les projets en cours. L'Estrade, vous avez peut-être... visiter en fait un de leurs projets récents qui est la Grande Terrasse Rouge sur Saint-Denis, donc qui est une coopérative de travail qui se propose d'embellir les chantiers urbains au Québec. Donc, il va travailler avec des compagnies de construction, avec les citoyens, puis réfléchir à comment on peut, dans le cadre de ces projets qui sont peut-être incontournables, là, en tout cas surtout dans le contexte de la métropole, mais comment on peut intervenir dans ces espaces-là et se les réapproprier pour donner une couleur, en fait, qui nous ressemble.
Il y a un ensemble d'initiatives aussi qui ont été présentées à Transformer Montréal qu'on peut situer ou qui nous permettent d'identifier qu'il y a beaucoup de projets économiques alternatifs qui se développent autour de l'alimentation. Donc, offre des restaurants, des cafés, des épiceries, par exemple, qui vont repenser donc notre rapport à la nature dans la production alimentaire et aussi nos relations de travail, par exemple, dans le cadre des cafés. Je pense ici en haut, on a le café coop. Juste, étant donné que c'est la traduction. Hein. Donc, vous connaissez peut-être le café coop Touski dans le quartier Centre-Sud, hein, qui est né justement d'une coopérative de travail qui est née dans cette perspective d'offrir un environnement, une ambiance familiale, communautaire, donc dans ce milieu de la restauration, dans ce quartier. La coop Coco et Calendula, merci, qui est aussi une coopérative de travail, donc beaucoup d'initiatives qui sont organisées autour de cette forme de gestion-là, mais qui va commercialiser des produits hygiéniques, des produits cosmétiques, écologique, mais toujours avec une réflexion sur comment on peut offrir ce type de produit-là à des prix justes et équitables, et évidemment avec une réflexion aussi sur les conditions de production de ces produits-là, donc dans le rapport à l'environnement, mais dans le rapport entre les travailleurs-travailleuses qui sont impliqués. Le Food Room, ici en bas, est un espace de coworking. Donc, on voit apparaître aussi beaucoup de ces espaces qui permettent de partager des infrastructures, des services, ici autour de l'alimentation. Donc, je vais aller un peu plus vite. Je ne passerai pas en revue tous les logos. Et bien sûr, on pourrait en inclure davantage, mais c'est pour vous illustrer, en fait, cette diversité. Deux autres sphères où on voit émerger beaucoup d'initiatives économiques alternatives, c'est dans l'offre et l'échange de services, que ce soit, par exemple, la remise, une initiative dans le quartier Villeray, coopérative de solidarité, qui met à la disposition de ses membres une bibliothèque d'outils, en fait, des outils qui sont en location, donc pour des travaux ménagers, des projets de création. L'Ange Bleu est un service aussi ou une entreprise qui va distribuer, promouvoir la réutilisation de couches lavables, donc dans les familles, les services de garde, les hôpitaux. Sinon, ça peut être aussi des banques, en fait, de services. Je pense, par exemple, à Jote You, je ne suis pas certaine de comment le prononcer, mais en fait, c'est Jack of All Trades Universe qui met en commun donc une plateforme pour mettre en réseau des individus, encore là, qui offrent différents services, différentes expertises à l'échelle de la communauté pour encourager le partage, donc sur une base non marchande de connaissances. Ça peut être de vêtements, d'événements aussi comme des concerts, etc. Il y a bien sûr aussi certaines initiatives dans le domaine de la production, la diffusion d'informations et d'analyses indépendantes, donc diversifiées. Funambule Média, qui produit des vidéos à caractère social engagé. On peut penser à la coopérative Eugélion, en fait, une librairie féministe là, qui est en cours de développement, qui est aussi une coopérative de solidarité, etc. Je vais un peu vite. Le temps passe toujours plus rapidement qu'on l'anticipe. Ce qu'on voulait mettre en lumière aussi, c'est comment ces initiatives vont se réseauter entre elles. Donc, il y a des organismes qui ont pour mandat spécifiquement de mettre en relation ces différentes initiatives économiques alternatives. On peut penser au chantier de l'économie sociale, qui a entre autres ce mandat de concerter ces différents acteurs, ces différents partenaires. Esplanade Montréal est un outil aussi, un organisme aussi qui cherche à mettre en commun des outils de financement alternatifs pour les différents projets. Il y a des groupes comme le CIROD ou encore l'IRIS qui vont faire des liens, cette fois-ci à l'extérieur des projets économiques, par exemple avec le milieu de la recherche. Et ça va être aussi, donc, beaucoup de ces initiatives vont donc développer des partenariats, pas seulement entre elles, mais aussi avec leur milieu d'ancrage. Je passe ici au bâtiment 7, le projet du bâtiment 7 dans Pointe-Saint-Charles, qui va se développer en étroite interaction avec les citoyens du quartier puis avec des groupes communautaires. Bien sûr, il y a les événements comme aujourd'hui aussi qui nous permettent de nous rencontrer ou comme Transformer Montréal, puis de se concerter, de se consolider. Je n'ai pas laissé beaucoup de temps, Grégoire. C'est pas grave. Bon, il y a déjà plein de choses qui ont été dites. Je pense que notre ambition était trop large par rapport au temps qu'on avait. Mais c'est toujours difficile au début des recherches là, de synthétiser. Mais moi, je vais revenir assez rapidement sur quelques exemples de pratiques, puis
Je vais rester assez général vu qu'on n'a pas trop le temps d'entrer dans le détail, puis on pourra revenir dans les questions sur les meilleures pratiques qu'on avait divisées un peu selon les catégories de Gibson-Graham. Donc dans le travail, souvent ce qui revenait, c'était la question à la fois du rôle, de la place des membres et des travailleurs dans la prise de décision, qu'il faut les placer au centre des entreprises parce que c'est eux les organisations qui vont produire la richesse, donc c'est à eux de participer aux décisions. Ce qui implique souvent la question de l'autogestion, qui est une pratique qui va prendre beaucoup de temps. Et là, beaucoup de personnes de différentes initiatives insistaient sur la prise en compte de ce temps-là, puisque comme c'est très chronophage, il faut l'inclure dans l'emploi du temps, sinon on va exclure de fait certains des membres qui ne peuvent pas donner tout ce temps-là ou qui ont un emploi du temps plus serré. Donc cette prise en compte du temps et la création d'emplois du temps assez clairs, c'est une question essentielle, c'est une pratique qui est assez importante. Et ça va aussi avec la question des valeurs de l'organisme quand il y a de nouveaux membres qui vont venir, puisque ce temps-là est pris pour mettre en œuvre des valeurs communes, qu'il faut donc s'assurer que tout le monde les partage et tout le monde est d'accord sur cette base-là. D'un point de vue de l'organisation, il y a la question de valoriser la propriété collective, mais aussi l'organisation collective dans l'autogestion. Et là, une des grandes pratiques qui était importante, qui était beaucoup mise en avant, c'était la question d'éviter la reproduction de hiérarchies formelles ou informelles dans les organisations. Et pour ça, une des pratiques qui était mise de l'avant, c'était de prendre en compte dès le début de l'initiative, ok, il faut que je conclue, dès le début de l'initiative, l'inclusion en fait des nouveaux membres, comment essayer d'être le plus anti-oppressif et le plus inclusif possible. Je vais aller assez rapidement dans la propriété, les communs. Il y a le partage des ressources entre les initiatives elles-mêmes et à l'intérieur des initiatives. Comment réussir justement à pas rester tout seul dans son coin, mais aussi à collectiviser entre les différentes initiatives. Dans la question des transactions, il y a plein de manières très innovantes de repenser les transactions entre les gens. Puis c'est un peu dommage d'aller vite, mais il y a aussi l'usage, comment utiliser les ressources sur Internet pour ces nouvelles transactions, comment gérer le travail non salarié et donner des services à la place dans les transactions, etc., les échanges de services et de ressources. Et ensuite, sur le financement, un des grands points qui était soulevé, c'était la manière de faire des demandes de financement groupées et de coopérer entre les initiatives. Je suis désolé, je vais super vite. Et je vais conclure avec quelques défis. Il y en a plus sur le slide que ce que je vais avoir le temps de dire, mais il y a beaucoup d'enjeux par rapport au temps de l'implication, au temps que prennent ces initiatives-là, dont je l'ai déjà dit sur l'autogestion, mais c'est vrai sur beaucoup de projets, à la fois sur comment on s'engage, qui s'engage et quel temps on peut y donner, et comment aussi le temps qui se passe entre le début de l'initiative et quand on arrive à la réaliser, ce qui peut être un facteur de démobilisation assez important. Ensuite, d'autres enjeux liés à l'organisation, c'est leur pérennité. Comment réussir, justement, on revient sur les questions qui ont été abordées tout à l'heure, comment éviter de se faire reprendre par devenir une vitrine de l'autogestion de l'État, du capitalisme. Et enfin, la question de comment dépasser le regroupement d'affinités, comment s'ouvrir au milieu dans lequel on évolue, et ne pas rester juste dans l'entre-soi, comment faire une transformation sociale justement dans ces initiatives-là. Donc voilà, désolé de ne pas pouvoir en parler plus, on a trop prévu de choses à dire. Mais encore une fois, c'est un travail exploratoire, donc, puis on va en reparler tout le long de la journée, c'était plus pour lancer les réflexions. Voilà. Merci beaucoup. Je suis certaine qu'il y aura des questions tout à l'heure qui vont permettre d'élaborer davantage. Alors, on passe tout de suite aux membres du réseau Kumbit qui vont nous présenter à la fois leur organisation, leur réseau et les axes de lutte qu'ils et elles ont. Donc, on a la chance d'avoir plusieurs femmes avec nous, tant mieux. Donc, on a Julie Delorme qui va nous présenter Kumbit, Gabrielle Anctil, Anouk Nadeau-Farley et Guillaume Beaulieu. Je vous laisse la parole. Bonjour! Moi, je suis un peu jeune, j'ai un petit problème de déficit d'attention, fait que je vais parler debout.
Oui, c'est ça. Dans le fond, nous autres, on a pris une perspective un peu différente pour présenter la façon dont il y a différentes initiatives économiques à Montréal. Essentiellement, on est parti de notre expérience à nous autres, genre, puis je sais pas si ça peut se généraliser à toutes, mais pour nous autres, ben dans le fond, c'est même ça s'est passé, fait que c'est ça. Fait que dans le fond, on va vous présenter un peu comment nous, notre coop, on s'est fondé en parallèle avec les autres coops, dans le fond, dans la même mouvance. Essentiellement, Kumbit, je veux dire, juste pour commencer par la fin, le début de Kumbit, Kumbit, c'était le service d'hébergement du CEMAC, le Centre des médias indépendants du Québec, c'est-à-dire le média indépendant qui avait été mis en place pour le Sommet des Amériques. Donc, essentiellement, je veux dire, les gens qui avaient développé des compétences concrètes par rapport à la gestion de serveurs pour dans le fond, permettre à la lutte, une lutte politique qui avait lieu, ils ont développé ces compétences-là, et puis ces gens-là ont utilisé ces compétences-là ensuite pour se partir une coop de travail. Fait que c'est ça. Dans le fond, juste pour mettre en perspective un peu, tu sais, je veux dire, en 94, il y a eu le soulèvement zapatiste au Mexique qui a pris le contrôle de ville, et puis en même temps qu'il y avait une espèce d'émergence d'Internet, et puis concrètement les différentes communautés, les différentes villes où il y avait des sommets politiques, où il y avait des événements politiques, il y a eu une importance de plus en plus grande qui était portée à la technologie dans le cadre de la résistance. Et puis concrètement, ça a eu un certain paroxysme à Seattle avec l'émergence du réseau Indymedia, essentiellement, qui proposait, plutôt que d'utiliser la télévision, parce qu'on se rappelle, on est à la fin des années 90, c'est-à-dire dans un moment où ce que les médias, la télévision, la radio, c'est les médias les plus importants. Alors, on me dit de parler plus lentement, fait que je vais essayer de faire ça, mais ça va être difficile. Alors, comme on est au début des années, à la fin des années 90, les médias, dans le fond, il y a une volonté de la population d'essayer de reprendre le contrôle sur ce qu'ils disent. Essentiellement, les médias ont toujours dit de la merde sur les manifestants, manifestantes, et puis essentiellement parce que les gens voulaient reprendre ce qui était dit et puis pouvoir s'exprimer eux-mêmes. Eh bien, on a juste simplement développé je veux dire, des initiatives. Ce qui a été fait, entre autres, c'est qu'il y avait un groupe, une ONG de Montréal qui a payé 2 stagiaires pour développer un serveur sur lequel on pourrait se servir pour communiquer de l'information sur qu'est-ce qui se passait vraiment dans la rue, plutôt d'écouter ce qui se disait dans les médias. Puis, essentiellement, ça a permis à tout le monde de s'exprimer. Puis essentiellement, ça a été par plusieurs auteurs par la suite, ça a été repris comme ce qui a été le développement du Web 2.0, c'est-à-dire la participation des utilisateurs-utilisatrices, puis la construction du contenu par les utilisateurs-utilisatrices, plutôt qu'être un média à sens unique, dans lequel on se fait imposer de l'information, genre qu'on ne décide pas, qu'on ne contrôle pas, qui nous vient de l'extérieur. Et puis essentiellement, à cause qu'on a formé ces 2 stagiaires-là, les 2 personnes, je veux dire, étaient devenues compétentes, mais essentiellement, leur connaissance n'était pas reconnue par la communauté, n'était pas reconnue nulle part. Fait qu'ils ont invité leurs copains, copines, qui eux autres aussi faisaient des sites web, faisaient du développement de sites web. Et puis, c'est comme ça qu'on est devenu une entreprise autogérée. Essentiellement, c'est quand on s'est dit, on est assez à travailler autour de ça, que, dans le fond, on va juste collectiviser la patente, puis on va partager ça. Fait que, moi, c'est ça, la conclusion que j'en tire un peu, c'est que s'il n'y a pas de lutte de classe, s'il n'y a pas de résistance, s'il n'y a pas de gens qui veulent attaquer le système capitaliste, les gens qui sont prêts à faire des choses pour attaquer le système capitaliste ne se mettront pas ensemble. Et puis, ces gens-là, ils ne pourront pas créer des coops. On ne se serait pas connus. Moi, j'ai connu le Kumbit, je veux dire, quand j'étais à Québec, genre en 2003, tu sais. Puis, dans le fond, j'ai connu les gens de Kumbit. Puis après ça, quand je suis revenu à Montréal ici, je veux dire, c'était le même esprit qui était là. C'était la même affaire. Les gens reconnaissaient, jusqu'à un certain point, d'où ils venaient dans le milieu de résistance. Et puis, c'est ça. Je vais parler un peu. Je vais laisser Anouk nous parler de comment c'est structuré par rapport à ça. Merci, Guillaume. Fait que c'est ça, dans le fond, la structure qu'on a mis en place tant au niveau technique, là, que ce soit par, les logiciels libres qu'on a développés comme nos outils de travail, que notre structure organisationnelle, donc comment on fonctionne à l'interne, est assez complexe. Ce qui fait que ça peut être difficile, en fait, c'est toujours difficile d'intégrer des nouveaux travailleurs, travailleuses à cause de cette particularité-là. Donc, une manière qu'on a d'essayer de pallier à ça, c'est en utilisant un de nos outils, justement, qu'on a créé, qui est le wiki. Donc, un wiki, ce que ça permet, c'est que tout le monde peut y contribuer, là, comme Wikipédia. Donc, pour documenter notre fonctionnement, que ce soit
soit comment on a réussi à réparer tel bug informatique, comment on en est où dans la liste des services qu'on offre à notre clientèle, documenter nos comptes rendus de réunion, documenter nos droits et devoirs des travailleurs, travailleuses, qui est en fait l'équivalent de notre convention collective. Donc, ça favorise aussi une certaine transparence avec tout le monde avec qui on travaille. OK. Donc, Kumbit a été créé en 2004. En fait, on s'est enregistré, Guillaume l'a nommé comme une coop. Là, on fonctionne comme une coop de travailleurs, travailleuses, mais on a été enregistré comme un organisme sans but lucratif, tout simplement parce que c'était plus simple au niveau administratif. Mais on fonctionne vraiment comme une coop de travailleurs, travailleuses, donc on n'a pas de patron, on n'a pas un objectif de faire du profit. Donc, nos bénéfices, en fait, on les répartit dans les ressources matérielles dont on a besoin pour travailler, que ce soit l'achat d'ordinateurs, de serveurs, etc. Mais je dirais particulièrement dans la formation interne, donc qui est vraiment valorisée dans le sens où on va, par exemple, quand on a une nouvelle embauche à faire, prioriser d'embaucher quelqu'un qui a un intérêt réel à contribuer au collectif, à apprendre de l'autogestion, plutôt que de valoriser les compétences techniques de quelqu'un, là, que ce soit en développement web ou en développement d'infrastructures. Donc, ça, je pense, c'est quand même une particularité parce qu'il y a des gens qui ne pourraient pas appliquer sur un poste dans un autre milieu de travail, puis que chez nous, ben, on a envie de travailler avec eux. Nos bénéfices vont aussi être répartis dans nos salaires. Ça, c'est notre particularité de notre milieu de travail. On a tous le même taux horaire, dans le fond, peu importe notre ancienneté, peu importe la tâche qu'on a, là, le poste pour lequel on est embauché. Je dirais que ça n'a pas toujours nécessairement fait l'unanimité, mais c'est comme ça depuis le début. En fait, ça, c'est une décision qui a été prise dès le début chez Kumbit. En parlant de prise de décision, dans le fond, l'instance principale décisionnelle à Kumbit, c'est le Conseil des travailleurs-travailleuses, donc tous les membres travailleurs-travailleuses, on est une douzaine en ce moment. Donc, la prise de décision se fait en consensus. Si une décision est bloquée, ben, elle peut, par une seule personne, ben, nous, on considère que la chose ne passera pas. Ça peut toujours être ramené suite à une réflexion, amené sous un autre angle, voir si ça peut convenir à tout le monde. Dans une période de turbulence qu'il y a eu il y a quelques années, on a décidé de favoriser la répartition de la gestion en comité de travail, donc le comité de ressources humaines qui va, entre autres, gérer les évaluations internes qui sont faites par tout le monde, le comité légal qui va recevoir les plaintes, le comité vie associative qui va faire le lien externe avec la communauté, le comité vente qui va recevoir les demandes de devis, puis financement qui va assurer la bonne gestion financière. On a 3 équipes principales, donc infrastructure, comptabilité, développement web. Puis, dans le fond, on essaie d'intégrer une personne de chacune de ces équipes-là dans les comités de travail pour avoir différents points de vue. On essaie aussi d'intégrer une femme dans chaque comité, ce qui n'est pas évident parce que contrairement à ce que vous voyez ce matin, on est vraiment une minorité de femmes chez Kumbit, comme dans tout le domaine de la technologie de l'information. Puis là, je vois que mon temps est déjà écoulé. J'aurais aimé ça vous dire plein d'autres choses, mais juste rapidement, peut-être dire que dans le fond, si le salaire unique n'a pas fait l'affaire de tout le monde au fil du temps, ça contribue pourtant à un rare contexte d'équité salariale, dans le fond, entre les femmes et les hommes. Donc, ça permet aussi de valoriser ce qu'on appelle le travail invisible, comme la coordination, l'administration, etc. Et puis, pour finir, je dirais que dans le fond, comme je le disais tantôt, on est vraiment un milieu où l'apprentissage est valorisé, puis où on apprend à s'autogérer, à travailler en collectif, ce qui peut être transférable dans d'autres collectifs, dans d'autres domaines, que ce soit dans le domaine artistique, que ce soit dans la lutte pour la protection de l'environnement, les luttes anticapitalistes, dans la valorisation du vélo comme milieu de transport en ville. Dans le fond, vu qu'on a des horaires aussi plus flexibles, étant donné qu'on est tous notre propre patron puis qu'on est capable de se parler, bien, les gens ont plus de temps pour s'impliquer dans ces différentes luttes-là. Donc, dans le fond, nous, on considère que c'est un peu notre manière de contribuer aussi à redonner aux mouvements sociaux desquels on est né, comme Guillaume l'a mentionné.
Allô? Ah oui, bon. Je vais vous parler, je vais faire ça vite, mais je voulais faire un peu les liens avec Kumbit, entre Kumbit puis le reste de la communauté à Montréal puis à l'extérieur. De toute évidence, bon, de par son histoire, justement, là, Kumbit est profondément réseauté avec la communauté tech, activiste, bon, de Montréal, ailleurs au Québec. On est aussi relié, juste par notre modèle d'affaires, à d'autres organisations comme des coops et des OEBNL du monde de la tech à Montréal. On pense à Communotech, Communautique, Symbiotique, Praxis, etc. Notre mission fait aussi que Kumbit est impliqué dans le milieu des logiciels libres, autant à Montréal, il y a Facile, Révolution Linux, bon, il y en a plein, qu'à l'extérieur de Montréal. On est reconnu, par exemple, pour avoir contribué au projet Drupal. Donc, on est un peu reconnu plus généralement là, ailleurs dans le monde, je dirais, ou enfin... On fait aussi partie des réseaux radicaux tech nord-américains ou européens. Il y a Rise Up, Resist, ce genre de trucs-là. Mais donc, au-delà de Kumbit, l'organisation, Anouk l'a mentionné, là, les membres qui font partie du comité de travail, tout le monde provient, ou enfin en majorité proviennent des milieux militants montréalais. Nos liens vont vraiment dans tous les sens. Là. Anouk a fait comme un peu un aperçu de ça, là. Mais ça nous donne une chance exceptionnelle de réseauter simplement parce que les gens qui font partie de Kumbit ont les doigts dans plein milieu militant. Donc, au-delà de l'organisation Kumbit, juste les membres de Kumbit, ça nous offre une super visibilité, mais ça fait qu'on est très, très reliés. Donc, en gros, en termes de réseau, on est reliés de près ou de loin à peu près tout ce qui est gauche, extrême gauche, montréalaise, québécoise. En plus des liens donc, que j'ai mentionnés plus haut, nos valeurs puis notre mission ont aussi tendance à attirer des clients qui nous ressemblent. Donc, même si on n'est pas impliqué avec eux, il y a des gens qui vont nous trouver simplement parce qu'on a des valeurs similaires. Puis en fait, ça fait que, pour nous, la sélection client ou cliente est très, très, très importante. Le comité vente, dont Anouk a parlé, qui est en charge de répondre aux requêtes des clients potentiels et de faire des devis, a aussi un mandat implicite de refuser un client ou une cliente qui ne répondrait pas à nos valeurs. Évidemment, là, ça, c'est tout à fait c'est très, très, très privilégié de pouvoir se permettre ça, là. Mais en réalité, on a pour habitude de modeler notre grille de prix en fonction de notre affinité politique avec certains ou certaines de nos clients-clientes. Par exemple, on offre des rabais solidaires ou même des services complètement gratuitement à des organisations qui ont peu ou pas de moyens. Ce genre de décision revient au comité de vente, donc, qui considère chaque client pour un rabais solidaire sans que le client ait besoin de le demander. Donc, il ne faut pas comme savoir le secret, là, la phrase secrète pour avoir un rabais. Tout le monde est considéré. Puis évidemment, ça a pour effet que nos clients sont des gens avec qui on possède généralement des affinités politiques. Il faut noter que notre but, évidemment, n'est pas de dominer le marché. Là. On n'est pas en train d'essayer de genre take over, là. Mais on veut maintenir des emplois de qualité accessibles pour nos camarades et amis. Notre mission est d'offrir des services qui respectent nos valeurs, donc les logiciels libres, l'environnement de travail, en s'assurant de faire assez d'argent pour pouvoir payer les travailleurs et les travailleuses décemment. On ne veut pas faire concurrence à personne. Idéalement, on voudrait travailler beaucoup plus en partenariat avec les autres gens qui ont des offres de services complémentaires aux nôtres. Il faut se rappeler, la raison principale pour laquelle on veut faire ce genre de travail de la façon dont on le fait, c'est parce que c'est seulement dans le milieu le plus radical qu'on trouve ce genre de solidarité qui guide nos manières de travailler. Donc, je vais passer le micro à Julie. Il nous reste juste 2 minutes. Alors, moi, j'étais supposée de vous parler des défis qu'on a, mais j'en avais 3 sur ma feuille. Je vais juste vous en nommer un, étant donné qu'il nous reste 2 minutes. En fait, un défi, c'est ça, c'est d'élargir notre réseau en sortant du clientélisme et en considérant les gens qui font appel à nos services comme des membres d'une communauté de valeurs, d'idées et d'idées. Kumbit est né des turbulences sociales et tranquillement, on semble voir une dissociation entre nos activités politiques et nos activités de travailleurs. Puis on tombe dans des activités techniques de services qui semblent souvent éloignées de nos préoccupations politiques. Donc, là où ces 2 activités, militants et travail à Kumbit, tendent à parfois se positionner l'un à côté de l'autre, on souhaiterait trouver une façon pour qu'elles s'imbriquent vraiment davantage l'une dans l'autre ou l'une à travers l'autre. Alors ça, c'est un de nos défis en ce moment. J'aurais parlé aussi de... 1 minute? OK, j'ai un autre défi. L'autre défi, c'est vraiment par rapport à les conditions salariales chez Kumbit étant souvent inférieures à celles du marché si on compare dans ce secteur-là, là, de ce domaine-là et dans notre région. Il est donc nécessaire de trouver des gens qui sont motivés par l'aspect idéologique du projet. Fait que ça, c'est un défi. Mais de l'autre côté aussi, on ne peut vraiment pas accoter les prix
des pays du Sud qui sont issus d'un système fondé sur des inégalités entre le Sud et le Nord, puis ce système-là se nourrit de ces inégalités-là, comme on le sait. Alors nous, on doit se battre contre ce phénomène-là en essayant de garder ces meilleures conditions-là, mais aussi en tentant qu'il existe dans les pays moins privilégiés. Alors, voilà. Yeah. Hey, merci beaucoup, c'était super intéressant. Je suis certaine que plusieurs personnes ont des questions. Alors, on a 15 minutes devant nous pour discuter, avoir des questions autant pour une présentation que l'autre. Alors, si vous voulez, il y a encore une fois les micros qui sont dans les escaliers. Vous pouvez vous diriger et on va pouvoir orienter un peu tout ça pour les 15 prochaines minutes. Est-ce que c'est moi qui commence, Joël? Oui. Oui, mais en fait, je voulais juste vous donner l'opportunité de présenter le 3e défi. Ah, c'est vraiment gentil. En fait, c'est qu'on essaie vraiment d'établir une liste de membres au-delà du secteur informatique afin de créer un outil de communication rassembleur et pour tisser des liens et transmettre de l'information et pour unir nos forces. Avec ce réseau, on espère établir une meilleure stabilité au sein de l'organisme, mais aussi donner un meilleur soutien là, au réseau. C'était surtout ça. Merci. Oui, la question est pour Kumbit. 2 questions, en fait. Première question, dans une perspective post-capitaliste, c'est quoi l'avenir de l'Internet? Puis, parce que les infrastructures, on sait que c'est important pour le capitalisme, machin, ils risquent de les protéger. Est-ce qu'on les récupère? Est-ce qu'on les perd? What's up? Puis, deuxième question, comment est-ce que l'Internet peut permettre, en fait, ça rebondit un peu sur un des défis qui a été nommé, comment est-ce que l'Internet peut permettre de réseauter toutes les communautés ou les initiatives qui sont ici, hors de Montréal, pour donner un élan anti/post-capitaliste au Québec? Vas-y, Guillaume. OK. Ouais, qu'est-ce qu'on va faire avec l'Internet après le capitalisme? Je sais bien pas, man. Je veux dire, il y a tout le temps le monde, genre, qui disent, tu sais, c'est un réseau, genre, on peut le troller, tu sais, puis je veux dire, on peut essayer de trouver des façons de le détruire de l'interne, tu sais. Je veux dire, il y a d'autres mondes qui disent, ça peut être utilisé à des fins progressistes, tu sais. Je veux dire, c'est possible de faire des sites web un peu à gauche, tu sais, c'est possible de, tu sais, je veux dire, il y a des campagnes contre Facebook qui sont parties de Facebook, tu sais. Fait que, tu sais, il y a quand même moyen de faire de quoi avec ça, je pense, je sais pas. Nous autres, ben, tu sais, je veux dire, dans le cadre de notre travail, on se pose pas tant la question parce qu'on travaille pour des gens qui ont déjà des solutions par rapport à ça. Puis, ben, c'est ça, là. Moi, je pense que, tu sais, c'est un peu comme le système de justice, là. On se ramasse tout dedans une fois de temps en temps, puis on essaye des affaires, puis des fois, ça marche mieux après, puis des fois, ça marche moins bien après. Fait que, c'est ça, on va finir par trouver quoi faire avec ça, là. Mais, c'est ça, je pense pas avoir une bonne réponse à ça, là. Mais, sérieux, les ordinateurs, c'est vraiment pas la meilleure chose qu'ils ont inventée, là. L'autre question, c'était sur réseau. Comment réseauter? Est-ce qu'il y a une réponse à ça? Comment réseauter? Ben, évidemment, il y a les trucs comme Facebook puis tout ça. Là. Je dis pas que c'est une bonne solution, mais je pense que au-delà de à quel point c'est horrible en termes de contrôle des gens puis que c'est une grosse corporation, il y a quand même des idées intéressantes là, qu'on peut peut-être retirer de ça. Là, juste comment on communique par Internet, en essayant d'être un peu en personne aussi. Là. Mais Kumbit, enfin, mettons répondre en tant que Kumbit, c'est pas quelque chose auquel on réfléchit vraiment. Là. Nous, on répond aux besoins. Là. On n'offre pas des services nécessairement. On répond aux demandes des gens. Ouais, je sais pas trop. T'as l'air d'une des Guillaume. Ouais, ben, juste 2 petites choses, genre, qui se passent, qui sont quand même intéressantes, tu sais, je veux dire, il y a des hackers, genre, notamment, je pense que c'est en Syrie, genre, qui se sont juste déplacés avec des antennes sans fil pour se rendre jusqu'en Syrie lorsqu'il y avait un blocage des communications, tu sais. Je veux dire, fait que, il y a quand même des activistes qui font des choses comme ça. Puis, il y a notamment des initiatives de Mesh Network. Essentiellement, c'est des réseaux où le monde utilise des antennes sans fil pour permettre de communiquer sans utiliser Internet en tant que tel, mais dans le fond, de décentraliser, puis dans le fond, de créer des réseaux locaux qui sont strictement basés sur des technologies sans fil qui permettent de se communiquer sans passer par l'Internet, puis dans le fond, de se réapproprier nos moyens de communication. Tu sais, il y a de quoi faire avec ça, mais ça demande beaucoup de patience parce que ça marche pas souvent.
Si je peux rebondir là-dessus, nous, dans ce qu'on avait vu à Transformer Montréal, il y a beaucoup de... Je vais prendre dans la main, ce sera plus simple. Il y a beaucoup d'initiatives qui parlaient de cet enjeu-là, des relations qu'on pouvait construire par Internet et comment passer de ces relations-là à des relations de matériel, de vrai, enfin, personne à personne. Et ça posait de nombreux enjeux. Ça n'allait pas de soi, c'est des choses qu'il fallait réfléchir quand même beaucoup dans les constructions d'initiatives. Mais en même temps, beaucoup d'initiatives insistaient sur le fait qu'ils considèrent Internet plus comme un outil que comme une fin en soi, comme une manière de réseauter, mais aussi de trouver des financements et de construire leur initiative. Donc il y a vraiment cette ambivalence de l'utilisation d'Internet et des relations virtuelles et matérielles. Oui, bonjour. Question de curiosité en termes de croissance. Est-ce que vous avez une idée, en termes de nombre de travailleurs, est-ce que vous avez augmenté, puis est-ce qu'il y a une limite, vous pensez? Est-ce que vous avez pensé à ça, disons, après un certain nombre? C'est trop difficile, puis on devrait se diviser en Kubit 1 puis 2. Puis... On a passé ça a commencé 4 travailleurs, après ça a monté jusqu'à 25. Après ça, c'était vraiment problématique parce que faire des réunions, quand on prend les décisions en consensus, ça peut être impossible, en fait. Fait qu'on a comme créé des équipes de travail dans le but peut-être de réduire éventuellement les membres au conseil de travail. Mais là, présentement, on est à 12-13 personnes. On gravite autour de ça, puis ça fonctionne très bien, mais c'est aussi une question beaucoup de comment le groupe s'entend, là, les interpersonnels et tout ça. Là, mais pour le moment, ça fonctionne très bien à ce chiffre-là. Et on essaie de tenir ça à ça. On n'a pas l'intention de grossir encore, mais on essaie de plus vraiment renforcer les liens avec nos partenaires, les gens avec qui on travaille. Comme il y a eu une coop qui s'est dissociée, des gens de Kumbit qui sont partis de Kumbit pour créer leur propre coop, la coop symbiotique. Mais maintenant, on garde un lien très fort avec ces gens-là et on travaille étroitement avec eux, là. Bon, j'avais la même question sur la taille. Dans les ressources alternatives en santé mentale, qui sont aussi des expériences alternatives, justement, le principe à taille humaine a été beaucoup poussé parce qu'au-delà d'une certaine taille, entre guillemets, qui devient gigantesque à un moment donné, toute la question de la démocratie participative, du rapport d'égal à égal, de la participation, du partage, etc., ça devient difficile. Mais j'en fais une question aussi par rapport à vous là-dessus. Puis l'autre, c'est la question du salaire égal. Ça, c'est fantastique et comme intuition et comme inspiration. Je rappelle juste que dans les premières cliniques populaires dans les années 60-70, la clinique Saint-Jacques, par exemple, les gens avaient le même salaire, hein, que ce soit le médecin ou la secrétaire, c'était le même salaire. Ça a duré un certain temps, puis ça a craqué. Puis à la clinique de Pointe-Saint-Charles, dans les années 70, début des années 70 aussi, il y avait la volonté de réduire au maximum les inégalités de salaire entre les professionnels, les non-professionnels, etc. De fait, il y a la prise en charge d'un certain nombre de responsabilités, comme les responsabilités familiales, ce qui fait que le chauffeur de la clinique, Cecil, à l'époque, qui avait quelques 10 enfants, 10-12 enfants, il avait à toute fin pratique le même salaire que les médecins. Alors, ça aussi, ça finit par craquer, mais il y a dans ça le questionnement sur la valeur du travail. Et comment est-ce qui détermine la valeur du travail et ce qui vient avec, hein? Alors, c'est une question aussi pour vous. Les syndicats l'ont posé autrement quand les travailleuses en garderie ou en centre de la petite enfance étaient moins payées qu'un travailleur de zoo. Dans la société capitaliste se pose aussi cette question-là très fortement. Alors, voilà, les deux questions. J'ai plein de bonnes choses à dire sur le salaire égal. Là. Personnellement, Anouk a parlé de fermer les femmes gagnent moins dans notre société, là, puis salaire égal, justement, là, juste en parlant. C'est tellement fort comme symbolique, je trouve. Là. Je pense que juste pour ça, on devrait se battre pour. Là. Mais ça permet aussi de reconnaître toutes les expériences informelles que les gens ont.
ce genre d'injustice-là. Puis ben, c'est ça, là, je pense que le chauffeur d'une clinique puis le médecin, OK, ils n'ont pas fait les mêmes études, mais leur réalité de vie puis tout ça, je pense que c'est super, super important de reconnaître que c'est pas juste moi, j'étais allée à l'université 3 ans, j'étais allée à telle université plutôt qu'à une autre, j'ai travaillé dans telle compagnie plutôt qu'une autre. Là, je pense que tout le monde a des réalités de vie puis des expériences de vie complètement différentes, très intéressantes. Moi, j'ai fait du pouce dans ma vie. Bien, je trouve que ça fait que je suis meilleure pour faire la gestion de clients, parce que je suis capable de parler avec n'importe qui. Est-ce que je mets ça sur mon CV, genre? Est-ce que ça va me faire que je suis mieux payée après ça? Pas vraiment, mais c'est quand même une compétence que j'amène à l'organisation. Fait que je pense qu'un salaire égal, ça permet justement de tenir en compte toutes ces espèces d'expériences bizarres qui sont vraiment, qui se mettent pas sur un CV ou qui sont pas reconnues dans la façon dont on pense la société en ce moment. Puis personnellement, je suis vraiment... en tout cas, je me battrais vraiment beaucoup pour ça. Je sais pas s'il y a des gens qui veulent ajouter quelque chose. Ben moi, j'interviendrai peut-être sur la question de la taille, parce que c'est en effet un élément qui est ressorti aussi des initiatives qui ont été présentées à Transformer Montréal. En fait, la taille, ça renvoie à la question de la proximité. Ce qu'on constate dans la plupart de ces initiatives-là, c'est l'importance de s'ancrer dans des milieux spécifiques qui sont souvent définis en termes géographiques, donc dans un lieu de vie précis, mais aussi souvent sur des bases affinitaires, mais qui permettent des relations concrètes entre les individus. Puisqu'on parle d'amélioration de notre bien-être, on parlait de survie tantôt avec Catherine Gibson, ben ça implique que les individus qui sont concernés par des enjeux précis ou puissent identifier leurs besoins puis être impliqués dans la prise en charge de ces besoins-là, puis dans la mise en place des projets. Donc, beaucoup des structures répondent à ce besoin, donc se limitent à une taille peut-être plus réduite pour rester dans cette proximité. Puis peut-être pour compenser à l'effet que ça peut avoir de la multiplication à ce moment-là des initiatives, puis peut-être une impression qui peut être relevée dans les défis, créer une espèce de morcellement, peut-être des initiatives sur le territoire. Bien, il y a la question de la mise en réseau après des initiatives qui permet de créer des liens, de se consolider, de partager certaines ressources, de savoir ce que d'autres font ailleurs, puis de se construire à travers ça. Donc. Il ne nous reste que quelques minutes, donc on prend une dernière question. I'm sorry, I didn't quite catch the question before, so apologise if this has already been asked. But I was interested in your decision around salaries in Combit, and I wondered how, whether your paid work within the cooperative is supplemented by other kinds of work that allows you to survive in Montreal. Like, how can you actually live in this city with wages that are below what other IT workers would be getting? And is that possible because of other kinds of interactions that you might be having around in a diverse economy? Je vais répondre en français. OK. Ben en fait, le salaire n'est pas nécessairement moins élevé. En fait, je l'ai peut-être dit rapidement, il va être moins élevé pour certains postes, pour certaines tâches, par exemple le développement web. C'est ce qui peut faire que certaines personnes ont décidé à certains moments dans leur vie de quitter Combit, par exemple, parce qu'ils devenaient parents puis qu'ils trouvaient ça difficile d'avoir la responsabilité de l'incertitude à Combit, de ne pas savoir est-ce qu'on va avoir des nouveaux contrats qui vont rentrer dans les prochains mois. Et puis, je pourrais gagner 2-3 fois plus dans une autre entreprise, structurée de manière hiérarchique, où je n'aurais pas à me préoccuper des contrats à rentrer puis que je vais être mieux payée. Mais par exemple, pour ce qui est des tâches plus administratives, financières et tout ça, ça, on est mieux payé dans ce type de tâches-là. Fait que c'est assez relatif. Puis le salaire qui est déterminé, va aussi dépendre de comment que nos finances vont. Puis c'est déjà arrivé qu'il y a eu des hausses de salaire, c'est déjà arrivé qu'il y a eu des baisses de salaire qui ont été votées, là. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre qui le voit autrement. Non, Vas-y. Non, c'est bon. Oui, puis c'est ça. Puis de toute façon, je veux dire, la plupart, comme on disait avant, la plupart, on est militants, militantes, là, fait qu'on vit avec pas grand-chose. Puis le salaire en informatique, c'est quand même élevé, même si on est un petit peu en bas, là, genre, c'est pas bien grave, là. Fait que, je veux dire, la plupart, comme moi, je travaille 20 heures par semaine, Anouk, elle travaille 24. Mais en tout cas, bref, c'est ça.
Julie, elle travaille 15. Tu sais, je veux dire, c'est ça, on travaille un peu comme qu'on veut en fonction de la quantité de choses qu'on consomme, là. Puis, dans le fond, c'est à chacune d'amener ça au collectif, de savoir moi, je veux travailler plus, moi, je veux travailler moins, puis moi, j'organise quelque chose, ou ben donc, moi, je m'en vais faire une tournée en Europe, là. Je dirais aussi que même si notre salaire est moins élevé que dans le monde de la tech, là, on pense le monde de la tech, c'est des salaires faramineux, là. On a quand même un salaire beaucoup plus élevé que la moyenne dans les milieux communautaires, là. Puis, ben, c'est ça, il y a personne, enfin, il y a très peu de gens à Kumbit qui ont une autre job, puis s'ils en ont, c'est pas vraiment parce qu'ils ont besoin de plus d'argent, là. Enfin, fait qu'on est quand même assez bien payé malgré tout, là. Je pense qu'on n'est pas en bas du seuil de pauvreté ou rien, là. Ben, on n'est pas. C'est quoi, non, en bas du. Voyons, on n'est pas en bas du salaire minimum, c'est ça? Oui, Ben, merci beaucoup. Donc, c'est la fin du panel. Alors, merci pour les questions. Merci aux intervenantes, intervenants. Pour la suite des choses, on a 30 minutes de pause, donc un petit 30 minutes de liberté. En sortant de la salle, assurez-vous de donner vos formulaires de consentement. On vous invite à aller au Hive qui est à la mezzanine. En sortant d'ici, il va y avoir des indications. Il y a des tables avec des tables de meubles, de merch, de marchandises, d'informations. Il va pouvoir aussi y avoir un peu des services tout autour. Et on vous invite à revenir ici dans cette salle à midi pour le deuxième panel. On va essayer d'être right on time. Donc, à midi, s'il vous plaît, midi moins 5, soyez là. Merci beaucoup.